Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de familles, c'est le baccalauréat. Alors les élèves, pour eux, c'est une étape importante, pour les parents aussi. Comment gérer le stress et surtout comment soutenir efficacement son enfant pendant le bac sans trop lui donner de pression. Et pour répondre à cette question, nous avons invité aujourd'hui Julie Bonfrat. Julie, bonjour. Bonjour Elisa, ravie d'être là. Eh bien, c'est un plaisir pour nous. En ce moment où les parents sont en mode stress, justement, comment gérer ce stress par rapport à leurs enfants? Tous les enfants sont différents, mais quand bien même, il y a un petit coup de pression à mettre. Alors, avant de parler de tout ça, avant de répondre à ces questions, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors moi, je suis Julie Bonfrat, je fais de l'épanouissement scolaire depuis à peu près 20 ou 25 ans. Okay. Au début, je disais plus soutien scolaire, mais je me suis rendu compte que juste aider les élèves dans une matière ou pour les devoirs, c'était pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres problématiques qui ont été d'ailleurs vraiment amplifiées par la crise sanitaire. Et donc voilà, j'ai appris aussi à aider mes élèves à gagner en confiance en eux, à gérer leur stress, à se concentrer. Parce qu'on dit toujours concentre-toi, mais si on ne sait pas faire, c'est pas si simple. Donc voilà, je suis monitrice de méthode éducative 3C et ça m'a permis de compléter ma formation. Et aujourd'hui, je préfère dire que j'aide les élèves à s'épanouir, parce que je pense que quand on est épanoui, on réussit à l'école. Exactement, il faut aimer l'école. Souvent, les élèves disent qu'ils n'aiment pas. C'est pas agréable, effectivement, de se mettre au devoir, etc. Le but, c'est qu'ils prennent plaisir et qu'ils puissent s'épanouir, comme tu dis, dans ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et il y a tout un tas de choses qui viennent autour de ça, évidemment. Il y a le sommeil, on va en parler. Le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress, c'est très important. On ne peut pas se concentrer si on est stressé, par exemple. Tout à fait. Alors, tu nous as parlé de la méthode éducative 3C. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Les 3C, c'est concentration, calme, contrôle. Waouh! Et donc, on fait des séances complètes et aussi des exercices avant les devoirs qui permettent aux élèves de mieux se concentrer. On apprend à respirer, on apprend à se relaxer. Il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas du tout se détendre. Il y a même des étirements pour le dos. Ok, génial. Et oui, parce que la courbure du dos, on sait tous que maintenant on a la tête dans son téléphone et c'est le mal du siècle, Oui. surtout pour les ados. Donc c'est bien de leur donner un petit peu de bien-être. Ça permet d'être plus détendu pour réviser. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis il y a un exercice que j'adore, c'est un exercice de respiration qu'ils font avant chaque devoir. Et qu'ils vont faire évidemment avant les épreuves du bac aussi. Ok. Ça permet d'être mieux centré et d'être aussi moins stressé. Donc on évite beaucoup d'erreurs d'inattention. Ça s'appelle la respiration de la montagne. Yes, super. La montagne pour être grand et fort, c'est ça, comme une montagne? Yes. Alors je dis ça parce que je suis aussi monitrice, donc je connais un peu les exercices et c'est vrai que ça fait énormément de bien et on voit vraiment des avancées, des belles avancées sur des élèves qui manque de confiance en eux ou qui ont des problèmes de concentration. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une méthode vraiment très bien. Donc en parlant de stress, justement, on a des parents qui sont très, très stressés à l'idée que leur enfant passe le bac. C'est quoi le bac spécifiquement dans un parcours de vie? Alors pour moi, le bac, tout simplement, c'est la passerelle pour continuer dans les études supérieures. Après, c'est vrai que c'est un examen, bon, c'est pas le premier examen puisqu'ils ont quand même déjà eu le brevet des collèges. Mais là, c'est vrai que c'est plus stressant dans le sens où c'est quand même un peu un rituel de passage à l'âge adulte. Alors bon, maintenant, il y a le permis à 17 ans, alors peut-être ça fera moins de stress pour le bac, ça arrive après. Mais c'est un peu ça, ils arrivent à l'âge adulte, ils vont passer en études supérieures, il y en a qui vont quitter la maison. Donc pour moi, c'est un peu ça aussi le bac. Tout à fait. Ce n'est pas qu'un examen, il y a Voilà. pas mal de choses qui tiennent à ça aussi. Voilà, c'est ça, c'est l'entrée dans la vie d'adulte, apprendre à s'autodiscipliner, être véritablement autonome pour le coup, parce qu'il y a un moment où on va devoir se débrouiller tout seul. Donc je pense que c'est un peu tout ça, c'est pas juste un examen à passer. On est dans une réussite sociale aussi, hein. J'ai Oui. mon bac ou j'ai pas mon bac, on va faire des différenciations. Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Le bac en soi, ça sert pas à grand-chose de nos jours parce que le niveau est quand même un peu plus bas qu'il y a quelques années. Mais en revanche, si on n'a pas le bac, c'est un petit peu compliqué de poursuivre. Après, ça dépend des métiers, bien sûr. Euh, mais voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire plus tard. Sans le bac, on est un peu Ça coincé. reste compliqué, tout à Voilà. fait. On a le fameux Parcoursup où on va devoir faire des choix et ça tient aussi à cet examen qui est important. On peut pas aller plus loin si on n'a pas ce bac. Donc, Mm. mais il faut savoir aussi, on va relativiser. Un enfant a le droit de changer de parcours, de changer d'idée. Comme les adultes aujourd'hui font beaucoup de formations adultes, les enfants aussi peuvent passer par différentes formations pour accéder à un métier. Oui, tout à fait. On a le droit de se tromper. D'ailleurs, c'est le 4e pilier d'apprentissage, hein, le retour sur l'erreur. Retour, Donc, ouais. il faut bien se tromper pour apprendre, hein. C'est pour ça que les parents, des fois, s'escriment à dire à leurs enfants, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça. Oui, c'est frustrant, on a l'expérience. Moi, c'est pareil, je dis à mes élèves des choses, je suis sûre de moi quand je dis quelque chose. Ça fait 25 ans que j'enseigne. Mais les élèves ont besoin de se tromper pour apprendre. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut tester s'il y a quelque chose qu'ils veulent faire absolument et qu'ils peuvent y aller, qui sont admis, il faut y aller. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ils auront appris des choses et puis surtout, ils auront appris que c'était pas ça qu'ils voulaient faire. Ils garderont pas ce regret toute leur vie. Tout à fait, ils auront essayé. Oui. Est-ce que les parents ont un rôle particulier? Tu as dit, voilà, eux, ils ont l'expérience. En tant qu'adultes, on sait ce qui va se passer, on peut leur donner beaucoup de conseils, mais ils ne nous écoutent pas. Quel est notre rôle par rapport à cet examen? Moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment important que le parent soit bienveillant. Si l'élève a pas bossé et qu'il se loupe et qu'en plus on lui dit ah ben je te l'avais dit, tu t'es loupé, Eh oui, ben, je te l'avais dit. on a envie de le dire, mais en même temps c'est pas comme ça qu'on instaure le dialogue. Oui, Moi, je pense que si on veut instaurer le dialogue, faut essayer de se mettre à sa place. Je sais que c'est pas facile, mais on a été ado aussi, même si c'était une autre génération. Et puis l'écouter dans la bienveillance. Si on lui dit, bon, là, tu t'es loupé, ok, qu'est-ce que tu peux faire pour la prochaine fois pour ne pas te louper? On apprend de ses erreurs, encore une fois. Je sais plus qui avait dit ça, mais une erreur reste une erreur si on n'en apprend rien, si elle n'est pas corrigée. Mhm. Donc, on est là aussi pour les accompagner, les aider à rebondir et les encourager. Et encourager, on va le dire après, toutes les petites réussites. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver à une confiance en soi sur ces examens. C'est ce que tu enseignes au cours Julie, justement. Moi, j'aimerais dire, le parent doit rester à sa place. C'est pas le parent qui passe l'examen. Ouais, je dis toujours ça. Je dis toujours ça, la responsabilité de faire ses devoirs, la responsabilité de préparer son examen, tout ça, c'est l'enfant. La responsabilité du parent, c'est de nourrir son enfant, de l'écouter, de l'aimer, un des 2 besoins fondamentaux de l'enfant, de le cadrer, le structurer, qu'il ait une chambre si possible, qu'il ait de quoi s'habiller, qu'il aille à l'école. Après, il bosse pas, malheureusement, c'est pas la faute du parent, en fait. Et je C'est ça. trouve qu'on met beaucoup de pression aux parents là-dessus. On les culpabilise beaucoup quand les devoirs sont pas faits. Ben non, en fait, c'est l'enfant. Donc les plus jeunes, CP, CE1, CE2, à la limite, oui, on leur donne un coup de main. Après, moins en CM1, en théorie, on est censé être autonome. Donc ça veut pas dire que tout est juste, tout est fait, tout est parfait, Ouais. hein. On a le droit de se tromper. Tout On à a le fait. droit de... On a le droit d'être fatigué, hein. Moi, des fois, j'ai pas envie de faire le ménage, je vais faire demain, hein. C'est ça. Eh ben, les adultes aussi. Donc, on peut pas demander à l'enfant de faire tout parfait, alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire tout parfait comme on voudrait, tout exactement en temps et en heure. Il y a des jours, on est fatigué, on fait pas ce qu'on devrait faire. On cuit des pâtes parce qu'on est trop crevé pour faire un repas plus élaboré, alors qu'on sait qu'il faudrait manger des légumes, par exemple, Par exemple. et qu'on n'a pas fait les courses parce qu'on était crevé aussi. Enfin, voilà, je sais pas, mais je On pense est que c'est humain, important on de est se... humain Voilà. et on ne doit pas sans arrêt être parfait. Et c'est ce qu'on ne demande surtout pas à son enfant d'être Voilà. parfait, d'avoir les meilleures notes. Oui, c'est vrai que pour l'avenir, c'est important d'avoir des bonnes notes, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'enfants très très hauts sur les listes et qui finalement chutent en dépression parce qu'ils ont eu énormément de pression, des stress. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont assez de stress. Il y en a qui ne le montrent pas, mais je pense qu'ils ont assez de stress comme ça. Parcoursup, ça met beaucoup de stress, hein, en Ouais. plus du bac. Moi, j'avais le stress du bac. J'avais pas le stress de Parcoursup, hein. Donc, je pense que c'est compliqué à gérer. Et on leur Tout à demande de remplir le dossier, ils savent pas trop comment faire. Une lettre de motivation, il y en a qui ont Ce sont jamais leurs fait. premières démarches administratives. En fait, ils ont besoin d'être accompagnés, mais pas
Faut pas le faire pour eux. C'est Ça, ça. je pense que c'est important. Il Mm. faut qu'ils apprennent, il faut les mener vers l'autonomie. Tu as parlé Mm. depuis le CM1, on commence à laisser les enfants faire leurs devoirs seuls. Je crois qu'ils ont 17 ans, 18 ans pour certains. Voilà, ils passent le bac, ils deviennent adultes. On les responsabilise. C'est ça la difficulté, tout est équilibre. C'est en même temps les laisser faire et être là en cas de besoin. C'est ça qui est pas évident, c'est de pas C'est ça. être intrusif, mais en même temps d'être vraiment là quand il y a besoin, d'être bienveillant et de donner des coups de main parce que bon, ils savent pas encore tout faire tout seuls non plus. Et puis peut-être des fois juste les rassurer. Oui, rassurer pour éviter le stress et l'angoisse et les peurs. Mm. Comment on voit qu'un enfant est en mode stress? Parce que quelquefois, ça ne se voit pas. Je pense que ça doit vraiment dépendre des enfants. On peut en discuter et réfléchir avec eux. Voilà, quel est le symptôme qui arrive tout de suite, le premier symptôme qui arrive dès qu'on est en stress. Moi, j'ai mal là, par exemple. Ok. Il y a des élèves qui ont les mains moites. Il y en a qui ont le cœur qui bat à 100 à l'heure. Il y en a qui mangent pas. Il y en a qui mangent trop. Il y en a qui mangent trop de sucre d'un coup. Ça dépend vraiment des élèves. Je pense qu'il faut en discuter et observer aussi. Observer un enfant qui vous dit rien du tout, je sais pas moi, un soir en rentrant alors que d'habitude il vous parle, c'est qu'il y a eu quelque chose. Alors ça peut être autre chose que le stress, hein, mais il y a eu quelque chose. Donc c'est vraiment être observateur, pas être toujours pressé de faire beaucoup de choses et de se dire je lui demande, il va me répondre. C'est malheureusement c'est pas toujours aussi simple. On est face à des ados quand même, des grands ados puisqu'ils deviennent adultes, mais en fin de compte, ça reste nos enfants. C'est difficile de se rendre compte que nous, on est plus stressés que notre enfant. Oui, je pense. Moi, je vois ça souvent. Des parents qui me disent comme ça en stress. Ah là là, mon enfant est très stressé, qu'est-ce que je dois faire? Il est trop Et cool, c'est pas normal. Et je leur dis, faites quelque chose pour vous, en fait. Ouais. Allez nager, allez courir, allez faire du sport, de la danse, faites quelque chose pour vous. Parce qu'en fait, vous lui transmettez votre stress. Alors, je le dis pas, peut-être pas tout à fait comme ça, mais c'est ça, en fait. Oui, tout à fait, ça communique. On transmet à nos enfants. Et c'est très, très difficile de soi-même d'être stressé pour le bac, soit parce que vous l'avez loupé ou parce que vous avez été stressé le jour de votre bac et ne pas transmettre ça à vos enfants. Moi, j'ai eu des difficultés à ne pas transmettre ça à mes élèves. Donc, j'imagine bien que pour les parents, ça doit être vraiment compliqué. Et oui, parce qu'on a une première expérience de cet examen, on sait comment ça va se passer pour la plupart. Et pour nous, il faut quand même se dire que pour un parent, c'est une étape vraiment importante psychologiquement. On a un enfant qui va sortir du nid. Donc le stress, il est surtout à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. On se dit que s'il réussit son bac, il va partir. Ma mère, elle voulait pas que je réussisse mes grandes écoles. J'avais demandé. Je veux garder ma fifi avec moi. Et oui, forcément. Je suis allée à la fac, c'était mieux. Je suis restée dans la même ville. Non, mais je comprends. Je peux comprendre. Ça doit pas être évident de souhaiter que son enfant soit pas pris juste pour le garder à la maison, mais en même temps, il faut les laisser voler de leurs propres ailes. Et je comprends que ça soit pas facile. On a peur du monde, on a peur qu'il se loupe, on a peur. C'est normal. Et dans tous les cas, il faut se dire qu'on continue l'apprentissage, puisqu'un enfant qui sort du nid, mais on va l'accompagner dans son appartement, on va l'accompagner vers sa vie d'adulte, en fait, tout simplement, on sera toujours quelque part présent. Oui, tout à fait. On est parents pour la vie. C'est ça. Donc, on se rassure. Alors, comment on peut encourager son enfant, justement, à voler de ses propres ailes et aller vers son bac de façon sereine? Bon, moi, je pense que ce qui est important, c'est la bienveillance et vraiment être à l'écoute. Courir après son enfant, t'as pas travaillé, faut que tu travailles, t'es toujours sur la PlayStation, ça sert à rien en fait. Plus on lui met la pression, plus il va lâcher l'affaire. Ou alors il aura tellement de pression que il sera bloqué pour pouvoir faire quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est en même temps, il y a des élèves, ils ont besoin qu'on leur dise t'as du travail, tu vas travailler, ça fait un moment que t'es arrivé, t'as peut-être des choses à faire. Et puis il y en a d'autres, on leur dit ça, c'est bloqué. Donc là, c'est encore le dialogue. Moi, je demande à mes élèves, qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que t'attends de tes parents en fait? Comment ils peuvent t'aider? Ils me le disent. C'est bien de demander ça à son enfant, justement. Voilà, si comment tu veux que je t'aide? Vous allez savoir. Ils vont vous dire. Bon, faut pas demander un jour on est en colère, évidemment. Oui. Mais ils vont vous dire. C'est très simple. De quoi as-tu besoin? Comment puis-je t'aider? Ils vont vous le dire. Ah ben c'est bien, c'est une bonne chose. Alors on note sur notre checklist, demander à mon enfant.
Et ça, c'est important parce que le dialogue, c'est ce qui va faire que l'ambiance va fonctionner. On dit souvent que les ados, ils vont partir. Donc, ils ont besoin d'avoir une place particulière dans la maison et ils ont besoin de prendre leurs responsabilités et de savoir à quel moment ils vont travailler, à quel moment ils ont envie de jouer à la PS, par exemple, sans nommer de marque. Voilà, on a des ados qui ont envie de faire autre chose que de travailler constamment et qui ont les capacités aussi de réviser assez rapidement et d'aller jusqu'au bac facilement. Mm. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Tout est équilibre dans la vie. Tout est équilibre et je pense que le métier de parent, c'est le seul pour lequel il n'y a pas d'école, mais c'est le plus difficile. Oui, tout à fait. Donc c'est important aussi de se déculpabiliser et de se dire que bon, vous faites ce que vous pouvez, vous faites de votre mieux. On peut toujours faire mieux, se remettre en question et faire toujours mieux, mais ne pas culpabiliser. Ah ben, très bien. Et donc toi, au cours Julie, tu travailles beaucoup pour la préparation aux examens, pas seulement le bac, le brevet, et puis les évaluations pour les enfants plus petits. Quelles sont tes méthodes? Livre-nous quelques-unes de tes méthodes. Alors, la première chose, la chose la plus importante, c'est le sommeil. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On demande aux enfants de se concentrer, mais quand ils sont épuisés, c'est impossible. Absolument impossible. Regardez-vous quand vous êtes fatigué, que vous allez au bureau, comment vous faites, les choses vous prennent 2 ou 3 fois plus de temps. Tout à fait, on n'est pas productif. Donc moi, vraiment, la première chose, c'est le sommeil. Si l'enfant est fatigué, faire un rituel du soir. Bon, déjà dormir au minimum 8 heures par jour. Des fois, il y a des élèves qui ont besoin de plus. Il y en a très, très, très peu qui ont besoin de moins. C'est très rare. Mais c'est comme pour nous, en fait. Donc déjà, suffisamment d'heures de sommeil. Et si on a suffisamment d'heures de sommeil et qu'on est fatigué, il y a des rituels du soir. Donc, bon, moi, j'aime bien les respirations. On peut dessiner, colorier, écouter de la musique douce, mettre des huiles essentielles. C'est très important d'avoir un sommeil récupérateur. Et si on prépare pas son sommeil, on s'endort, pouf, ah, moi, je m'endors très vite. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'on se réveille en forme. Tout à fait, parce que le sommeil a des cycles et tout dépend de ce qu'on a fait juste avant. Je parle des écrans, par exemple. Oui, j'ai oublié les écrans, bien vu. Il faut arrêter les écrans au moins 30 minutes avant. Bon, normalement, c'est 1 heure, mais 1 heure, j'y arrive pas avec mes élèves. Alors, j'ai dit au moins 30 minutes parce qu'ils s'endorment sur l'écran. Ça, c'est pareil. Oui. On n'a pas un sommeil récupérateur quand on s'endort sur un écran. Alors, après le sommeil, il y a l'alimentation. Pareil, ça, c'est hyper important. Manger McDo toutes les semaines, aller manger dehors tous les midis au lieu d'aller à la cantine. Je suis désolée, c'est pas équilibré. Il faut manger beaucoup de légumes, il faut manger des protéines et il faut manger léger le soir si on veut pouvoir bien dormir après. Donc ça aussi, ça paraît peut-être bête, mais en fait, ça change tout. Oui, on le sait, mais on l'applique pas forcément. Il faut savoir ça. que le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie pour travailler, mémoriser. Donc, c'est ça. important d'avoir les bons aliments. C'est ça, quand on part sans petit déjeuner, il faut avoir quelque chose dans le sac au moment où on a faim. On ne peut pas se concentrer toute la matinée si à 10 heures on commence à avoir faim et qu'on mange qu'à 13 heures. C'est pas possible. D'ailleurs, en parlant de ça, au moment du bac, c'est bien d'avoir des petites choses à grignoter. Moi, je pense que oui, ça peut aider. Après, bon, moi, j'éviterai le sucre. Le sucre, c'est vraiment très mauvais. Ça tue des neurones, ça empêche de se concentrer. Tous les produits industriels, dans la plupart des produits industriels, il y a des perturbateurs endocriniens. Donc, pareil, pour la concentration, c'est catastrophique. Oui. Moi, je prendrais des fruits ou des fruits secs ou des noix, des noix de cajou, tout ça. Oui, ça, c'est bien. Je pense que ça peut aider, ça peut booster le cerveau, surtout si on n'a pas mangé le matin parce qu'on était trop stressé. Tout à fait. Puis on rappelle, c'est un petit encas, c'est pas un repas pendant le bac. Hein. Oui, voilà, c'est que 4 heures maximum les épreuves, je crois. Enfin, il y a des spécialités, peut-être ça peut être 5. 5, c'est long quand même. Tout à fait, tout à fait. Et il n'y a pas de pause, donc il faut s'octroyer une petite pause justement au milieu de l'épreuve. On peut. Il y a des élèves qui ont besoin, d'autres qui n'ont pas besoin. Mais après, moi, la pause, bon, ça peut être manger quelque chose si on a besoin, mais moi, je propose encore de respirer parce que c'est pareil, l'épreuve, elle passe. Si on stresse, il faut se poser et de nouveau faire une respiration pour revenir les idées claires pour pouvoir poursuivre. C'est comme dans la vie, en fait. Si on est toujours en train de courir sans réfléchir à ce qu'on fait, on n'est pas efficace, en fait. Tout à fait. Alors, tu parles beaucoup de respiration. J'aimerais quand même que tu nous expliques parce que on le sait pas tous. Nous, on respire tout le temps. Hein, mais faire une respiration, ça va amener quoi de plus qu'une respiration classique? Alors déjà, la respiration abdominale, ça permet d'activer le système nerveux parasympathique, donc ça apaise. Si en plus on fait la respiration de manière ample, on inspire longuement, on expire longuement,
Bon, l'idéal, c'est 5-5. On inspire sur 5, on expire sur 5. C'est la cohérence cardiaque. Déjà, ça apaise tout le système nerveux. Et après, il y a les respirations alternées ou la respiration de la montagne, où là, on respire par une narine puis l'autre. Ok. Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. Là, on équilibre les deux hémisphères du cerveau. Ah, c'est intéressant ça. On ne peut pas se concentrer quand les deux hémisphères ne communiquent pas entre eux. Donc c'est absolument important, indispensable, de se rééquilibrer régulièrement. Ce que j'ai fait avant l'émission. Eh oui, parce qu'elle était un petit peu en stress quand même. Pas Est-ce vrai. que tu pourrais nous montrer ce... Pas vrai, je suis pas sûre. Est-ce que tu pourrais nous montrer justement cet exercice? Ça pourrait aider beaucoup de parents déjà, et puis aussi beaucoup d'enfants qui arrivent au bac. Oui, alors la respiration alternée, tu veux que je guide l'exercice? Oui, tout à fait. Alors on va faire la respiration de la montagne. Allez, on le fait ensemble. Allez, on y va. Donc les deux pieds à plat au sol, les deux mains sur les jambes ou sur la table, sur le bureau, fermez les yeux, relâchez les épaules, et vous voyez une montagne en face de vous. Tout à l'heure, lorsque vous allez inspirer, vous allez imaginer que l'air entre par la narine gauche et qu'en même temps, vous grimpez du côté gauche de la montagne. Ensuite, vous allez imaginer que vous redescendez du côté droit en expirant par la narine droite. Le sommet de la montagne, c'est le sommet du front. On y va ensemble. Inspire à gauche, l'air monte jusqu'au milieu du front. Expire à droite, tu redescends du côté droit de la montagne. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche, l'air remonte jusqu'au milieu du front. Expire à droite, tu redescends du côté droit de la montagne. Inspire à droite. Expire à gauche. Tu gardes les yeux fermés, tu reprends ta respiration naturelle. Tu sens l'air qui entre et qui sort par les deux narines. Tu sens le calme et la détente. Et sur la prochaine inspiration, tu ouvres les yeux. Ça change tout. Ça change tout. Même la voix est plus posée, donc c'est parfait. Donc oui, c'est tout un tas d'exercices qui peuvent être vraiment intéressants. On n'a pas besoin d'en avoir 10 000, on peut en avoir un ou deux. Oui. Et justement, du coup, passer cette étape de stress, parce que on a souvent des enfants qui paraissent non stressés, qui sont en mode ok, c'est cool, c'est bien, je connais mes cours, mais on peut avoir énormément de problématiques au moment du bac. On peut avoir des adultes stressés autour de soi, on peut avoir des éléments perturbateurs, être en retard, rater son bus, être en retard. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et qui font que le facteur stress va jouer un rôle important dans ce bac. Tout à fait. Donc on arrive au troisième point, le sport. Le mieux pour évacuer le stress, quand même, c'est le sport. Faire juste les 2 ou 3 heures de PS par semaine, franchement, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut faire du sport quasiment tous les jours. Ça peut être 5 minutes de renforcement, hein, c'est pas forcément quelque chose... Mais ça permet d'oxygéner le cerveau, ça permet de se détendre, et puis ça permet aussi d'équilibrer les 3 plans, parce qu'on est toujours dans l'intellect, là. Quand on prépare le bac, on est à l'école toute la journée, on rentre, il faut encore réviser, on est toujours dans l'intellect. Mais il y a aussi le physique, et puis il y a aussi l'émotionnel avec les amis, la famille. Il faut se faire du bien, il faut se faire du bien, tout simplement. Voilà, choisir un sport qui nous fait du bien, qui nous fait sortir un peu du quotidien des révisions. Voilà, tout à fait. Ça peut être juste aller marcher, aller courir, ça peut être des choses simples, hein. Mais c'est vraiment important de faire du sport. C'est pas juste réviser, en fait. Voilà. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut réviser efficacement. Il faut s'organiser. Voilà. Et ça, c'est ma spécialité. Voilà. Donc déjà, première chose, tu voulais des tips, Elisa, hein? Tout à fait, exactement. Première chose, le soir en rentrant, on fait une pause, respiration, sport, ce que vous voulez. Après, on note sur une feuille pendant 5 minutes ce dont on se rappelle de ce qu'on a fait dans la journée. Parce que en 24 heures, on perd 50% des informations. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas prendre 5 minutes pour s'en rappeler. Mais par contre, de galérer 2 heures quand on va avoir besoin de reprendre le cours pour réviser le contrôle ou faire un exercice, autant prendre 5 minutes le soir même. Donc 5 minutes, si jamais c'est que les spécialités parce qu'on est trop fatigué ou parce qu'il est trop tard, c'est ok. Si jamais on le fait dans la tête, c'est ok aussi. Moi, je préfère écrit, mais ça peut être dans la tête de temps en temps. Passer ces 5 minutes, on reprend 5-10 minutes pour vérifier.
Parce que des fois, on se rappelle pas de grand-chose déjà le soir. Donc, on peut regarder les titres, on peut regarder si on a corrigé des exercices seulement ce qu'on a corrigé en rouge ou en vert, par exemple, pour se remémorer. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer à ses devoirs. Ok. Donc même si on n'a pas, on va dire, on a eu mathématiques aujourd'hui, demain on n'a pas maths, il est bien de le revoir quand même avant les autres devoirs pour l'intégrer dans le cerveau. Même s'il n'y a rien à faire en maths. Parce qu'après, quand vous allez avoir besoin de faire les exercices, ça va aller 10 fois plus vite. Ok. Ensuite, il y a la lecture active. Le mieux pour apprendre une leçon, ou en tout cas pour retenir l'essentiel, c'est de lire en prenant des notes. Ça, c'est pas forcément le jour même. Ça peut être le jour même, comme ça, c'est fait. Mais si on reprend le cours le mercredi ou le week-end parce qu'on a plus de temps, tous mes élèves font des lectures actives de quasi tous leurs cours. En fait, au moins une fois dans la semaine, ils sont à jour. Et la lecture active, c'est pas très prenant. Faut juste noter l'essentiel, refaire les exemples, essayer de refaire tout seul. Mais on essaie 2-3 minutes, on regarde la correction. C'est pas prise de tête. C'est pas juste lire le cours. Non, lire le cours, ça sert à rien. Quelque chose à faire quand même. Il y a très peu de personnes qui lisent quelque chose et qui retiennent la majorité des informations juste en lisant. Donc la plupart des élèves, ils relisent 3 fois du coup, pour essayer d'intégrer le plus de choses. Mais en réalité, ils ont lu 3 fois, ça leur a pris plus de temps que de faire une lecture active. Ok. Et même faire les exercices avec le cours à côté, c'est trop long. On connaît pas le cours, on sait pas où aller chercher les informations. Alors il y en a qui sont têtus, qui font ça pendant plusieurs mois avec moi. Je les laisse faire. Puis au bout d'un moment, ils rangent l'exercice et puis ils font la lecture active parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire l'exo parce que je les aide pas. Moi, je veux qu'ils connaissent leur cours, au moins qu'ils aient compris leur cours, même s'ils l'ont à côté après, qu'ils connaissent pas encore toutes les formules par cœur. Parce que je sais qu'ils vont retenir plus de choses et que ça va aller beaucoup plus vite. En fait, c'est vraiment reculer pour mieux sauter, quoi. Faut prendre un petit peu de temps au début. Et oui, au début, c'est frustrant parce qu'on prend un petit peu de temps, mais après, tout va tellement plus vite. C'est une gymnastique du cerveau. Voilà, c'est ça. Donc en fait, même quand on n'a pas du tout le temps de réviser, le minimum à faire, c'est la lecture active et la feuille blanche. Alors, une fois qu'on a fait la lecture active, plutôt le lendemain, ou même un jour comme ça, on veut réviser le contrôle, on se dit je sais tout. Ça, c'est l'illusion de maîtrise. C'est bon, je connais mon contrôle, j'ai tout compris. Je leur donne une feuille blanche, ils doivent noter tout ce qu'ils savent sur ce chapitre. Ils verront ce qu'ils savent ou ce qu'ils savent pas. Et ça, c'est important parce qu'on croit toujours qu'on sait tout. On a compris, mais on ne sait pas forcément refaire les exercices, surtout si on ne connaît pas les formules. Donc la feuille blanche, on prend 5 minutes, on note tout ce qu'on sait sur le chapitre, et puis après, on vérifie dans le cours. 5 minutes. Ok, donc on n'est pas dans l'apprentissage par cœur, je le précise quand même. Non, à part pour les poésies, franchement, non, moi je suis pas dans l'apprentissage. Déjà, je sais pas apprendre par cœur, donc je vais pas demander ça à mes élèves, mais à part pour la poésie ou pour les enseignants qui veulent qu'on connaisse le cours par cœur, oui, mais après, non. Pour moi, après surtout maths et physique, mais parce que j'enseigne ces matières-là, mais même dans les autres matières, je trouve qu'il faut avoir compris en fait. Il faut avoir compris quand on pose des questions, l'élève il a compris, c'est répondre. Il faut que ce soit vivant. Voilà, c'est ça. Donc la lecture active, ça marche assez bien. Pareil, s'ils veulent regarder des vidéos pour avoir des explications supplémentaires, il faut prendre des notes. Voilà, il y en a certains qui regardent la vidéo, je leur pose les questions, ils savent répondre et ils n'ont rien noté, mais c'est un tout petit pourcentage de la population. La plupart, il faut qu'on mette notre cerveau en mémoire de travail en lui disant, voilà, là, il faut que tu notes des choses. Si on n'a pas beaucoup de temps, on dit à notre cerveau, on va noter que 3 choses. Ok, et on retient l'essentiel. Voilà, mais au moins on est en mémoire de travail. On n'est pas passif. Alors il faut savoir aussi que les enfants vont avoir une capacité d'apprentissage différente. Certains sont visuels, d'autres sont auditifs. On a différentes façons de retenir les leçons, donc on n'hésite pas à trouver sa méthode. Oui. Ça peut être chanter sa leçon, oui, par exemple. Carrément, il y en a qui s'enregistrent aussi, qui sont très auditifs et qui enregistrent après leur lecture active, ou qui lisent à voix haute quand ils font leur lecture active. Les kinesthésiques, ils ont quelque chose à la main souvent. Ils reprennent le même objet quand ils vont aller faire le contrôle. Pour le même chapitre, ils ont le même objet. Tourne, par exemple. Ok. Tu as une autre petite astuce encore? Bah oui, on arrive à l'organisation. Ah oui. C'est pas au feeling, important. tiens, là je vais faire ça, là je vais faire ça. Ça. Oh, je dois réviser mon bac ce week-end. Non, on révise pas quand on se dit je vais passer tout le week-end à réviser, on révise pas. Non, il faut lister les chapitres
Donc là particulièrement, il y a les spécialités, la philo, il n'y a que trois épreuves écrites. Il faut lister les chapitres, tous les chapitres, et noter sur chaque chapitre ce qu'il reste à faire. Donc je leur fais mettre des smileys, moi. Donc si un chapitre, vraiment c'est la cata, ils n'ont rien compris, ils ont eu une mauvaise note au contrôle, il faudra tout reprendre, donc lecture active, feuille blanche, refaire les exercices, et refaire les contrôles aussi. Il ne faut pas les jeter, les contrôles. On apprend de ses erreurs, on l'a vu tout à l'heure. Il ne faut pas jeter les contrôles. Chiffonner, on est bien d'accord, on l'a tous fait. Ouais, moi, je cours après mes élèves pour voir les contrôles. Je ne peux pas les aider plus que ça si je ne vois pas les contrôles. Parce que ça peut être lié au stress, manque de temps, ils n'avaient pas compris la question. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir raté un contrôle. Et une fois qu'on a listé et qu'on a noté pour chaque chapitre ce qu'il faut faire, donc il y en a certains, c'est juste refaire une feuille blanche parce qu'on connaît et un exercice, par exemple, et on programme. On programme là, là, par exemple, il y a les vacances d'avril, les vacances de Pâques. Et pendant les vacances, on peut noter déjà à l'avance, tel jour je vais bosser tel chapitre, puis tel chapitre, puis tel chapitre. Le planning, c'est pas physique le matin, maths l'après-midi. Oui, on met des détails dans le Voilà, planning. on n'est pas obligé de mettre des horaires, mais par contre, il y a par exemple 1 heure de physique, lecture active sur ce chapitre, 1 heure de maths, exercice temps, on regarde les exercices à faire, on les note. Il faut que tout soit précis pour le cerveau, parce que sinon on s'y met pas. Si on voit sur le planning maths, c'est trop vague. Je vais faire quoi? Ouais. Et en fait, le fait de faire le planning, ça prend pas beaucoup d'énergie au moment où on le fait. En revanche, quand on s'y met, du coup, ça demande 10 fois moins d'énergie parce que tout est déjà noté. Et même si on ne suit pas le planning, parce qu'il y en a qui ne font pas de planning parce qu'ils me disent qu'ils ne le suivent pas, on ne suit jamais son planning à la lettre. Donc ça, enlever cette excuse-là, il faut un planning pour avoir quelque chose de base. Après, on le modifie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire physique ou je vais le mettre plus tard, je vais faire maths. Finalement, il y a une sortie, je vais reporter à demain. Oui, mais ça se réorganise tout le temps un planning. Qui ne réorganise pas son planning? Ça se passe jamais comme on a prévu. D'avoir des petites réussites. À chaque fois, je check ce que j'ai fait et du coup, je vois mon avancement. Ah oui, ça pour le cerveau, c'est important de checker. Ouais, complètement. Complètement. Et puis, s'y prendre une semaine avant le bac et se stresser, arriver crevé et pas dormir, je trouve pas que ça soit la meilleure solution. Réviser juste la veille pour le lendemain, c'est pas le moment. Moi, je préfère le marathon plutôt que le sprint. Et aux élèves qui me disent « Ah non, mais moi, je suis efficace que à la dernière minute », non, c'est parce que tu procrastines jusqu'à la dernière minute et qu'après, tu n'as plus le choix. Tu es dans l'urgence. Donc, tu es dans l'urgence, tu travailles. Et puis, tu dors pas de la nuit, puis tu arrives crevé. Donc non, oubliez ça aussi, ce n'est pas une technique, ce n'est pas qu'on est fait pour réviser au dernier moment, pas du tout, pas du tout, c'est juste qu'on procrastine. Et donc pour éviter la procrastination, demandez-vous quelle est la plus petite chose que vous pouvez faire pour avancer telle ou telle tâche. Et faites la plus petite chose que vous pouvez faire. Et là, vous verrez, vous allez sortir de la procrastination. Alors ça, c'est super, on a pas mal de petits tips. Tu parles de l'organisation, là les parents s'arrachent les cheveux, je suppose. Moi, j'en fais partie aussi. Mon fils passe le bac et mon organisation et la sienne, ce n'est pas la même chose. Donc, on le laisse faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je continue à proposer ton aide ou tu me l'envoies. Voilà. On s'organise bien à l'avance. On peut commencer dès la rentrée pour le moment du bac à s'organiser. Ça s'apprend. Ça vient pas comme ça. Surtout si on n'est pas carré à ce niveau-là. Donc c'est un apprentissage et je pense qu'il est bien de passer par une tierce personne pour être plus zen. Alors, quand même, pour aider, vous pouvez faire un planning du week-end le vendredi soir avec vos enfants. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que vous aussi, vous avez des choses de prévues. Les enfants ne sont pas forcément au courant. Donc, ça peut être sympa aussi qu'ils sachent à quel moment ils vont pouvoir travailler, qu'ils vous disent s'ils ont beaucoup de devoirs et qu'il y a une sortie en famille de prévu, comment est-ce qu'on fait. Et pareil pour les vacances. Avant les vacances, je pense que c'est important de fixer déjà comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils auront comme temps libre. Et ça va les aider aussi parce que vous allez montrer l'exemple en vous planifiant le week-end ou planifiant les vacances. Ils vont avoir envie de faire la même chose. Et tout à fait. C'est frustrant de ne pas participer aux sorties familiales parce qu'il y a des choses à réviser. Donc on s'organise en famille et non lui il passe le bac, il vient pas. Là c'est très frustrant. On le force à venir, mais bon, il vous dit qu'il a beaucoup à réviser. Ouais. Voilà, je pense que c'est important de montrer l'exemple. C'est comme pour le stress tout à l'heure, c'est important de montrer l'exemple et donc de prendre du temps pour soi aussi.
pas être toujours derrière son enfant, ben, vous allez faire quelque chose pour vous. Il y a beaucoup de parents qui s'occupent pas du tout d'eux, qui font rien pour eux, qui s'occupent que de leurs enfants. Et en fait, au final, si vous vous occupez de vous, vous allez mieux vous occuper de vos enfants. Et vous allez être moins stressé, être moins dans l'attente aussi. Voilà. Et puis aussi, je pense que c'est important de respecter les objectifs de vos enfants. Je sais que c'est compliqué. Il y en a qui ont de grandes capacités et qui vont vous dire tranquillement que bon, 12 de moyenne, ça leur convient. Ça leur suffit, tout à fait. C'est compliqué. Donc là, j'ai un élève qui a vu sur Parcoursup que bon, pour faire ce qu'il voulait, il faut qu'il ait 15. Donc il arrive à 15 et pas plus. Il va bosser pour 15. Voilà. Mais après, voilà, vous pourrez pas forcer vos enfants à suivre vos propres objectifs. Ça marche pas. Sinon, on risque d'être des boules de stress complètes parce que nos objectifs ne sont pas les mêmes. Et je sais que c'est frustrant. Hein. Je sais que c'est frustrant parce qu'il y en a qui ont de grandes capacités et qui font le strict minimum et qui pourraient, et c'est d'autant plus frustrant pour moi, qui donnent des techniques où vraiment, franchement, ils pourraient ne pas beaucoup travailler et avoir vraiment de bonnes notes. Et il y en a qui ne le font pas non plus. Il y en a qui le font, et du coup, ils ont beaucoup de temps pour eux. Et il y en a qui ne le font pas, c'est très frustrant. Mais bon, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est leur responsabilité. C'est pas la mienne, c'est pas celle des parents, là. Tout à fait. Donc on les laisse en autonomie. On est là pour eux, on est là pour leur demander si ça va bien. On est là aussi pour les moments intéressants, familiaux, qui permettent de détendre. Et on se prend du temps pour soi, pour éviter de faire déborder notre stress sur celui de notre enfant. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Julie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Avec grand plaisir, oui. Je voudrais bien finir sur ma citation préférée. C'est une citation de Confucius. Fais un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Exactement. Ça s'applique à tout le monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie. À une prochaine émission. Avec grand plaisir. À bientôt dans une prochaine émission de Parentalité, on en parle. Au revoir.